Notre marché commun doit se construire de manière pragmatique et solidaire. L'intégration économique ne va pas résoudre d'elle-même les problèmes structurels en Afrique, comme les inégalités économiques ou les disparités géographiques. Elle doit être un moteur d'économie et de prospérité partagée. C'est l'image que le président togolais Faure Gnassingbé Gnassingbé se fait du développement économique de l'Afrique. Participant aux travaux des dialogues sur la prospérité en Afrique à Accra, il a partagé la vision du Togo pour un marché commun solide et durable et pour une Afrique prospère. L'Afrique a besoin d'un marché commun plus résilient pour faire face aux crises mondiales et réduire la dépendance dans les secteurs stratégiques. Le marché africain dont parle le président togolais doit être conçu comme un espace de résilience où la coopération régionale serve à renforcer les capacités locales et à protéger l'indépendance stratégique du continent. Et pour arriver à construire ce marché, l'on doit reconnaître d'abord les asymétries entre pays afin de proposer des solutions adaptées, puisque le chemin vers l'intégration ne se fera pas de la même façon pour les petites économies africaines que pour les grandes. Raison pour laquelle il faut penser à un modèle d'intégration flexible. Enfin, pour le Togo, l'idée même de marché commun restera théorique si les infrastructures adaptées n'existent pas. Selon M. Faure Gnassingbé, l'infrastructure, loin d'être un simple réseau de routes, de ports ou de lignes électriques, permettront plutôt aux échanges de se faire, puisque c'est elles qui relient les communautés. Le marché commun africain doit reposer sur les infrastructures, car elles sont même la capacité à échanger, à produire et à prospérer. Initié dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de la région, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, PRSA-FRSP, vise à accroître la préparation à l'insécurité alimentaire et améliorer la résilience des acteurs du système alimentaire, des paysages prioritaires et des chaînes de valeur dans les zones du programme. Lancé en 2022, les interventions du FSRP Togo ont permis de toucher 509 438 bénéficiaires, dont 34% de femmes sur une cible finale de 600 000 bénéficiaires en 2024. C'est ce qui ressort d'une mission d'appui à la mise en œuvre du FSRP Togo. L'une des actions menées par la FSRP Togo est la distribution de 104 ovins et caprins aux éleveurs dans la région des Savanes. Une initiative menée en collaboration avec l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la FSRP intervient dans 3 domaines pour renforcer la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du soutien à la base productive du système alimentaire en investissant dans l'agriculture climato-intelligente au niveau des exploitations et des paysages, de la promotion d'un environnement favorable au développement de la chaîne de valeur et au commerce intra-régional, du renforcement de la capacité régionale à gérer les risques agricoles. Les filières prioritaires du FSRP au Togo se concentrent sur le riz, le soja et la volaille. La FSRP Togo vise ainsi à accroître la disponibilité de produits en quantité et répondant aux normes et à créer de la valeur ajoutée pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Selon les projections, la mise en œuvre des activités programmées dans le plan de travail et budget annuel 2025 devrait permettre de toucher environ 130 000 bénéficiaires. L'Agence nationale de météorologie au Togo a établi un bilan sur les prévisions saisonnières de l'année 2024 au nord du pays. En 2024, l'ANAMET a prévu une situation pluviométrique excédentaire au nord du pays. En effet, un démarrage précoce de pluie à tendance normale a été prévu dans le nord de la région de Kara et le sud de la région des Savanes.
ce qui prévoyait une fin de la saison agricole tardive, anormale dans tout le nord, avec des séquences sèches longues en début de saison et plus courtes vers la fin. Selon l'agence, dans les régions nord, Kara et Savane, les prévisions ont atteint seulement 50% de réussite avec des cumuls de pluie inférieurs aux attentes. Ce qui a amené des producteurs à se retrouver dans une situation amère et douloureuse. Cette anomalie est en partie liée aux courants marins de Banguela qui font remonter à la surface de la mer des eaux froides, causant des fraîcheurs nocturnes et matinales précoces dès la fin de juin. Pour l'année 2025, les prochaines semaines révèlent qu'une période relativement sèche sera observée sur l'ensemble du pays avec la présence de la brume sèche ou de la poussière qui réduira la visibilité par endroits dans l'ensemble du pays. Selon l'ANAMET, la situation risque de s'aggraver dans les 2 prochains mois pour les habitants du Nord Togo qui seront confrontés à une absence de pluie et à une forte présence de poussière et de brume sèche. Le nord du pays reste donc sous la menace d'une sécheresse persistante. Notons que le rapport de l'ANAMET vise à évaluer les prévisions saisonnières avec les différents acteurs pour améliorer la gestion des risques climatiques, notamment en ce qui concerne l'agriculture, très dépendante des conditions météorologiques. Le taux de chômage des jeunes reste préoccupant en 2025, atteignant 12,6% en 2024, selon le récent rapport de l'Organisation internationale du travail OIT sur l'emploi et les questions sociales dans le monde. Ce chiffre, bien plus élevé que celui des adultes, met en lumière une problématique persistante, notamment dans les pays à faible revenu où un nombre important de jeunes ne poursuivent ni études ni formation. L'une des causes majeures de cette situation réside dans l'inadéquation entre les systèmes éducatifs et les besoins du marché de l'emploi. Dans plusieurs pays, les jeunes diplômés manquent des compétences requises pour s'intégrer sur le marché du travail, les exposant ainsi à des emplois précaires ou au chômage de longue durée. Outre cette problématique, le marché du travail mondial en 2025 reste marqué par une reprise économique fragile. Si le taux de chômage global tourne autour de 5%, les tensions géopolitiques, le poids de la dette et les coûts liés au changement climatique freinent les progrès en matière d'emploi. Bien que l'inflation ait ralenti, les salaires réels connaissent une progression lente, impactant aussi le pouvoir d'achat, en particulier dans les pays en développement. L'OIT souligne également les disparités importantes entre secteurs. Les industries numériques et vertes offrent de nouvelles opportunités d'emploi, tandis que des secteurs comme l'industrie manufacturière et certains services traditionnels peinent à se redresser. Cette transformation nécessite des investissements en formation afin d'accompagner les travailleurs vers ces nouveaux métiers. Par ailleurs, l'égalité salariale entre hommes et femmes progresse à un rythme insuffisant, maintenant des écarts de rémunération préoccupants. L'OIT plaide pour des politiques d'emploi plus inclusives, intégrant une meilleure protection sociale et un accès élargi aux formations professionnelles afin de bâtir un marché du travail plus résilient et équitable. Ce week-end, près de 1500 manifestants se sont rassemblés dans les rues de Paris pour exprimer leur solidarité avec la République démocratique du Congo. Cette mobilisation organisée par le collectif Urgence Ponamboka a eu lieu à un moment crucial pour dénoncer les violences continues dans le Kivu. Les manifestants avaient un message clair, justice pour la RDC. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous en avons marre de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans que ce conflit dure. Bon nombre de personnes ont souffert de ce conflit. Et aujourd'hui, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est qu'elle puisse prendre des sanctions fortes contre le régime de Paul Kagame pour qu'enfin ce conflit à l'est puisse s'estomper une bonne fois pour toutes. Alors que l'offensive du M23 se poursuit, c'est dans une atmosphère de colère mais aussi de détermination que les manifestants ont montré leur refus d'accepter l'inaction face à la souffrance des civils congolais. Ils ont dénoncé l'absence de soutien concret de la communauté internationale. Je suis là en tant qu'un des organisateurs de cette manifestation. Une manifestation pour montrer que les Congolais et les Congolaises sont debout. On a cru
nous décourager. On a cru nous faire peur. La communauté internationale, la France en tête, la Belgique qui était ancienne maîtresse de la RDC, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique. Ce qu'on en appelle la communauté internationale était et est encore contre nous. Et là, nous avons dit non. Nous avons dit non et nous le démontrons. La mobilisation n'a pas seulement eu lieu à Paris, mais aussi en Belgique. À Bruxelles, une centaine de Congolais ont demandé que la Belgique et l'UE imposent des sanctions au Rwanda, soutien du M23. Le gouvernement de l'Afrique du Sud a fixé à Taïwan un délai jusqu'à la fin du mois de mars pour déplacer la représentation diplomatique de l'île hors de la capitale sud-africaine, Pretoria. Dans un communiqué, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement sud-africain avait envoyé une lettre fin janvier exigeant à l'ambassade taïwanaise de quitter Pretoria avant la fin du mois de mars et qu'elle soit même rebaptisée en bureau commercial. Pour Taïwan, cette demande montre que la répression chinoise à son encontre en Afrique du Sud devient de plus en plus sérieuse. L'Afrique du Sud a rompu ses relations diplomatiques officielles avec Taïwan en 1997 et n'entretient que des relations formelles et très étroites avec la Chine, qui considère l'île démocratiquement gouvernée comme un territoire chinois n'ayant aucun droit aux attributs d'un État. L'année dernière, le pays africain avait déjà demandé que le bureau de liaison de Taipei quitte Pretoria. Le gel de l'aide américaine pour une durée de 90 jours a fait réagir sur le continent, notamment en Afrique du Sud, où le programme PEPFAR d'un montant de 2,3 milliards de dollars pour la lutte contre le VIH-Sida est financé à près de 20% par les États-Unis. Il s'agit des droits des personnes marginalisées. Je ne doute pas qu'il s'agisse d'une réévaluation des intérêts internationaux des États-Unis, mais au fond, il s'agit d'un programme d'anti-droit. Il ne s'agit pas de rendre des pays comme l'Afrique du Sud et d'autres pays africains plus indépendants. Cependant, les avis restent partagés. Le gel de l'aide américaine devrait être, selon plusieurs Africains, l'opportunité pour les dirigeants de mieux réorienter leurs dépenses. L'aide qu'il a suspendue pour l'Afrique, je pencherai plutôt sur ce qu'a dit Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya. Je suis d'accord pour dire que c'est un signal d'alerte pour les dirigeants africains qui doivent faire mieux et ne pas compter uniquement sur l'aide internationale. Selon l'administration américaine, le gel de l'aide ne concernera pas les programmes assurant une assistance vitale. Le monde devrait s'inquiéter du retour de Donald Trump. Regardez ce qu'il a fait à l'OMS. Comment l'Amérique peut-elle se retirer de l'OMS? La seule chose à laquelle il pense, c'est à l'argent, mais pas aux avantages et à la réputation dont bénéficie l'Amérique grâce à ce financement. Le monde est en danger. Selon l'ONU-SIDA, plus de 20 millions de personnes dans le monde reçoivent un traitement contre le VIH grâce au soutien du PEPFAR. Le plan de relocalisation des Palestiniens souhaité par Donald Trump continue d'agacer le Caire. Dimanche, au cours d'une rencontre avec son homologue djiboutien, le ministre égyptien des Affaires étrangères Bader Abdelati a rappelé la vision de son pays, une solution à deux États sans nécessité de déplacement. Par ailleurs, l'Égypte a proposé d'accueillir une conférence pour la reconstruction de Gaza, une première étape vers une résolution du conflit. Nous avons une vision claire pour la reconstruction de la bande de Gaza, en veillant à ce qu'aucun citoyen ne soit déplacé de sa terre. Cette priorité guide notre engagement. Djibouti s'oppose également à tout déplacement des Gazaouis.
Concernant la situation à Gaza, Djibouti soutient la position de l'Égypte et salue le rôle de son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi dans les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu. Comme l'a souligné le ministre Bader Abdelati, la position arabe est sans équivoque. La solution durable réside dans l'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël, coexistant en paix et en sécurité. Toute tentative d'expulsion des Palestiniens est totalement rejetée. Avec la réouverture du poste frontière de Rafah avec l'Égypte samedi, quelques camions chargés d'aide humanitaire ont pu entrer à Gaza dimanche, apportant un soutien essentiel à une population confrontée à une grave pénurie de soins médicaux. Les responsables de l'OMS tentent le tout pour retenir les États-Unis de Donald Trump. Le président américain a annoncé son intention de retirer son pays de cette organisation mondiale de la santé, une position fortement décriée à Genève où se trouve le siège de l'OMS. Son directeur général, Michael Ryan, s'insurge. Je vous rappelle à tous que le gouvernement des États-Unis ne quitte pas un bâtiment à Genève. Il ne quitte pas un secrétariat, il quitte une communauté de nations. C'est essentiellement une rupture avec vous, pas seulement avec moi. Et cela doit être pris en compte par les 193 États membres représentés ici aujourd'hui. Trouver des stratégies pour retenir le principal donateur, c'est la mission du patron de l'OMS. Néanmoins, il sera très important d'investir dans le retour des États-Unis. Et sur ce point, je pense que chacun d'entre vous peut jouer un rôle. Les États-Unis sont le plus grand donateur de l'OMS avec une contribution estimée en 2024 à 988 millions de dollars. L'impact financier sera très important et si le monde ne se mobilise pas, l'OMS sera très gravement touché. Depuis l'annonce du gel de l'aide américaine au développement dans le monde entier, des centaines de millions de dollars ont déjà été perdus par des programmes d'éradication de la poliomyélite ou encore du VIH. Depuis le 1er février, l'Arabie Saoudite a rendu obligatoire la vaccination contre la méningite pour tous les pèlerins effectuant la Umrah ou le Hajj. Cette mesure vise à prévenir les risques de propagation de la maladie dans les lieux de rassemblement massifs. Cependant, cette exigence ne concerne pas les touristes entrant dans le pays avec un e-visa. Le Hajj 2025 est prévu du 4 au 11 juin prochain, selon le calendrier grégorien, mais les dates exactes seront confirmées à la fin du mois précédent, ce pilier de l'islam, par observation lunaire. Les pèlerins devront s'assurer de se conformer à cette nouvelle réglementation sanitaire. Il est également recommandé de vérifier les autres exigences sanitaires et administratives avant de planifier son voyage. Pour les voyageurs en provenance de pays dits à risque, des précautions supplémentaires seront mises en place. De plus, les ressortissants de certains pays tels que le Pakistan, la Syrie ou le Yémen devront fournir un certificat de vaccination contre la polio.